On va terminer avec une histoire poignante, celle de Fabienne Brun. Vous ne regardez pas la télé, vous n'avez donc pas dû l'entendre. C'est cette mère de famille qui s'est fait défigurer par son compagnon et qui est partie avec l'une de ses deux filles. Pendant 3 ans, elle a cherché à la récupérer. Elle a réussi. Il y a eu un procès. Grâce à sa médiatisation, on va rappeler l'histoire avec Alexis Trégaro. Elle vient nous parler de son livre, puisque son livre sort cette semaine, et le procès en appel a lieu mardi. On récapitule cette histoire, dont vous avez beaucoup entendu parler à la télé, avec Alexis Trégaro. Est-ce qu'elle parle français en fait? Non, d'accord. C'était le 7 février dernier au Canada. Épilogue d'une sordide affaire conjugale, Fabienne Brun retrouvait enfin sa petite fille Sarah, qu'elle n'a pas vue depuis 3 ans. C'est maman, Sarah, c'est maman belle. Sarah belle, ma chérie. Ma chérie, tu m'as tellement manqué, mon amour. Point de départ de ce long cauchemar le 24 février 99. Après 8 ans de vie commune avec Habib Ekbal, un réfugié politique iranien nationalisé français, Fabienne Brun veut se séparer et obtenir la garde de leurs 2 filles. Ce soir-là, une violente dispute oppose le couple. Habib lacère le visage de Fabienne avec un couteau et s'enfuit avec Sarah, alors âgée de 4 ans. Dès lors, après 9 jours d'hospitalisation et 40 points de suture, Fabienne Brun va remuer ciel et terre pendant 3 ans pour retrouver sa fille. Toi, tu es à l'original, moi j'ai gardé celle-ci. Sur le plan judiciaire, tout d'abord. Après de fastidieuses démarches, Fabienne Brun obtient qu'un mandat d'arrêt international soit prononcé et qu'Habib soit jugé par contumace à 3 ans de prison, mais il reste introuvable. Auprès de sa belle famille, elle essaie d'avoir des nouvelles, en vain. Elle vient sans prévenir. Elle a dissimulé un micro et elle enregistre la conversation. Vous avez forcément des nouvelles. Ne me dites pas que vous savez pas du tout où est Habib. On ne sait pas. C'est pas possible. Donc à partir du moment où... Fabienne Brun mobilise aussi la presse et suite à différents passages à zone interdite, envoyés spécial ou encore chez Mireille Dumas, des témoins l'informent qu'Habib vit au Canada. Absolument pas ses enfants. Fabienne va alors elle-même organiser les recherches outre-Atlantique, aidée par le FBI, la police canadienne et surtout un incroyable battage médiatique. Comment ça l'a fait? La traque va s'avérer payante. Habib sera finalement interpellé lors d'un simple contrôle routier. J'ai pas de regret, aucun regret. C'est Habib quand il est parti. Les plus grandes périodes de ma vie étaient de vivre avec ma fille, qui est un ange. Fabienne Brun peut enfin rentrer en France avec Sarah, une petite fille qui ne parle plus le français et qui redécouvre sa famille. Marc Habib Ekbal, quant à lui, est extradé en France, rejugé à sa demande pour faire valoir sa version des faits. Pour Marc Ekbal, la blessure de sa compagne n'était qu'un accident. Une défense qui n'a pas convaincu le tribunal. Le 27 mai dernier, Habib Ekbal est condamné à 3 ans de prison, dont 2 fermes. C'est pas normal, 3 ans avec un sursis, parce que c'est la première fois qu'il fait ça. Ça veut dire laisser lui le temps de me tuer et puis d'enlever ses 2 enfants la prochaine fois. Donc oui, je trouve que c'est une peine qui ne veut pas dire grand-chose. Certains observateurs, pourtant, jugent au contraire la peine excessive pour l'équilibre psychologique de Sarah. Le père a commis une faute en privant l'enfant, la petite fille de sa mère pendant 3 ans. Bon, nous sommes hostiles à ce genre de comportement. Mais, chose ahurissante, au retour, la justice nantaise et la mère font la même chose et privent à nouveau l'enfant de son père en créant un second traumatisme. Vous avez réfléchi pour savoir... Une situation traumatisante que Fabienne tente à sa façon d'expliquer à ses filles. En fait, papa, il va rester 2 ans en prison. Hein. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait 2 ans à peu près, ma chérie? C'est un peu long. Hein, c'est plus long que 3 ans? Non, c'est moins long. C'est moins long que le temps où papa est enlevé de maman. Tu vois, hein, c'est moins long que ça. Depuis le verdict, Fabienne Brun continue de médiatiser son histoire en publiant « Retrouver Sarah ». La famille Ekbal, elle, de son côté, ne cesse de crier à l'injustice sur un site internet de soutien. Pour eux, Habib est un père innocent en prison, victime de lynchage médiatique et d'une justice raciste. Habib a d'ailleurs décidé de faire appel. Cette demande sera examinée mardi prochain. Fabienne Brun, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là pour terminer cette émission avec nous. Votre visage dit quelque chose à tous les téléspectateurs parce qu'on vous a beaucoup vu à la télévision. Sans la télévision, vous pensez que la justice ne serait pas
occupé de vous et vous n'auriez pas récupéré Sarah? C'est très clair, parce que j'ai attendu 2 ans avant de faire appel à la télévision, parce qu'il faut être prête pour faire appel à la télévision, parce que c'est pas facile de raconter son histoire à tout le monde. Et quand je me suis décidée, il y a eu une émission qui a tout déclenché. Il y a eu 2 Iraniens qui ont appelé, qui avaient vu Habib au Canada l'année d'avant. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premières pistes 2 ans après la disparition de Sarah. Voilà. Et là, aujourd'hui, on l'a dit, le premier examen de l'appel de votre ancien compagnon a lieu mardi. En sortant ce livre chez Michel Lafon, en venant ici à la télévision, en médiatisant votre affaire, vous n'avez pas l'impression de prendre un risque du tout? Vous avez quoi? Besoin de maintenir la pression médiatique d'une certaine manière pour être sûr d'être entendu? Non, pas forcément. J'avais besoin d'écrire quelque chose pour que moi, c'était un livre thérapie. Voilà, c'est ça. Ça, c'est plus ça. Maintenant, c'est vrai que quelque part, effectivement, il sort juste avant le procès en appel. Ça, c'est un hasard parce qu'il aurait pu sortir plus tard. Tout à fait. C'est le hasard complet, puisque à ce moment-là, je ne savais pas quand était l'appel. Quand était l'appel, je l'ai su cet été, en fait, quand j'ai reçu ma convocation. Donc voilà, c'est vrai que je ne savais pas du tout que l'appel allait avoir lieu au mois d'octobre. Mais en tout cas, si ça sert de pression, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux, puisque la justice ne nous écoute pas. Les enlèvements parentaux en France, c'est simple, on vous répond, mais c'est pas grave, il est avec l'autre parent, que ce soit le mère, la mère ou le père. Hein, mais là, vous redoutez quoi de l'appel? Que la peine soit réduite, par exemple? Ben écoutez, j'attends que la justice entende ce que c'est que 3 ans d'horreur, ce que c'est que d'avoir un jour un couteau sur le visage quand vous êtes bloqué et qu'on vous dit puisque tu veux me quitter, tu n'iras avec plus jamais personne. Ce que c'est pendant 3 ans de se retourner sur chaque petite fille qui est brune au carré, d'aller acheter des vêtements parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. D'essayer de faire vivre Eva, parce que j'avais mon autre petite fille que j'avais réussi à sauver par miracle. Et voilà, c'est ça. Je veux qu'il juge ça, quelqu'un qui empêchait une maman. C'est pour ça que la peine s'aggrave. Je voudrais surtout que la peine s'aggrave. Oui, peut-être, mais en tout cas, je voudrais surtout qu'Habib comprenne ce qu'il a fait. Là, vous croyez qu'il ne comprend pas aujourd'hui? Écoutez, je vais vous expliquer comment il est arrivé au procès. Voilà, point en l'air, après 3 ans. En l'air, vous avez l'explication. Et aujourd'hui, la version d'Habib, je vais vous la donner, elle est toute simple. Et de sa famille qu'on a contactée. Et de sa famille, qui ne veut pas parler aux médias parce qu'il pense qu'on les manipule d'une certaine manière. Bien sûr, oui. Les micros sont ouverts, ils peuvent répondre sans aucun problème. La version d'Habib, elle est très claire, c'est que je suis tombée malencontreusement sur un couteau dans ma salle de bain et qu'ensuite, il est parti se promener avec sa fille. Pendant 3 ans, au Canada, en changeant de nom. Ça, c'est ce qu'il dit devant la justice? Absolument, on a eu 1 heure de cette version lors du dernier procès. Je pense que ça va se renouveler en appel. Et là, toujours sur la médiatisation, et après on va parler de Sarah, les témoignages sont poignants. Il y a le témoignage d'envoyé spécial qui passe jeudi prochain. Et en même temps, on est un peu gêné en les regardant quand on vous voit comme ça expliquer à Sarah devant les caméras. Qu'est-ce qui vous pousse à ça? C'est aussi une forme de thérapie? Parce qu'on a l'impression d'être voyeur et vous presque exhibitionniste de votre douleur. Non, c'est pas ça. C'est en fait, j'ai effectivement un journaliste envoyé spécial qui m'a suivi pendant 1 an, qui est Olivier Pighetti, qui m'a énormément aidé, qui a fait tous les sujets, qui vous a aidé au quotidien. Aidé au quotidien, qui m'a aidé au Canada. Grâce à lui, j'ai pu avoir la presse au Canada et grâce à lui, j'ai donc eu ma fille. Parce que c'est vrai que c'est pas la justice qui m'a rendu ma fille, c'est effectivement les médias. C'est vrai que c'est une façon, bon, il voulait poursuivre effectivement sur l'intégration de Sarah. C'est intéressant de savoir comment se passe la suite quand il y a un enlèvement parental. Moi, j'ai la chance que ça se passe très très bien avec Sarah, et à la fois avec sa petite sœur et avec moi, ça se passe merveilleusement bien. C'est pour ça que vous laissez filmer. C'est pour laisser un message d'espoir pour les autres parents. Parce qu'aujourd'hui, j'aide, à travers SOS Enlèvement International d'enfants, j'aide les autres parents. Et c'est pour laisser ce message-là. Savoir qu'effectivement, même après 3 ans d'absence, il ne faut pas arrêter d'espérer, il ne faut pas arrêter de se battre. Justement, avec Sarah, comment vous lui expliquez ce qui s'est passé déjà? Voilà, écoutez, tout simplement. Parce que quand elle est rentrée, elle parlait plus français déjà? Absolument pas. Donc on a parlé un petit peu en anglais, moi très difficilement, mais on a parlé pendant 2 mois en anglais à peu près. Et puis ensuite, progressivement, elle a retrouvé son français, elle a pu réintégrer l'école sans problème. Aujourd'hui, elle suit normalement l'école. Vous lui racontez le moment où sa vie a basculé? En fait, je ne vais pas raconter, c'est simple. Vous savez, quand j'ai retrouvé Sarah à Halifax, d'abord, elle m'a dit « Maman, je t'aime ». 2e chose, elle m'a dit « Maman, pourquoi Eva n'est pas là ?» 3e chose, « Maman, ton œil était plein de sang et ton visage était coupé en 2 ». Voilà. Donc, et alors, vous lui avez répondu quoi? À ça? J'ai répondu à ça. Mais vous lui avez dit, c'est ton papa qui... Je lui ai dit... Vous lui avez dit toute la vérité. Toute la vérité, comme je l'ai toujours fait pour Eva pendant les 3 ans où j'ai recherché Sarah. Et je m'aperçois, vous savez, je me suis posé des questions. Est-ce que j'ai raison à une enfant? Vous savez, ma fille avait 9 mois à 4 ans, hein, la petite. Pour lui expliquer tout. Je lui ai toujours expliqué ce que je faisais, pourquoi maman était toujours occupée, pourquoi j'étais tout le temps au téléphone, etc. Et je m'aperçois aujourd'hui que j'ai bien fait parce que les 2 sœurs se sont retrouvées, parce que Eva, il n'y a aucun problème de jalousie entre Eva et Sarah. Moi, elle demande à voir leur père? Sarah, en fait, son papa lui manque. Eva n'a jamais connu son papa, mais on en a toujours parlé à la maison. Elle a plus jamais envie de le revoir? Sarah? Non, Eva? Eva,
non, au contraire, je dirais que depuis qu'on a retrouvé Sarah, Eva demande à Sarah de lui raconter son père. Hein, voilà, parce que Eva n'a pas... Vous l'avez revu Je l'ai revu lors des procès. Leur père, oui, je l'ai revu lors des procès, uniquement, mais jamais face à face. Et Sarah, donc, elle a envie de revoir son père, elle vous le demande au quotidien? Non, elle me l'a... Au départ, en fait, Sarah me disait, tu sais, papa, il me manque. Et je vais vous dire une chose qui résume tout à fait très, très bien la situation. Sarah m'a dit, dans les 15 jours qui ont suivi son retour à Nantes, elle m'a dit, tu sais, maman, pendant 3 ans, j'ai pleuré pour toi, puis aujourd'hui, je pleure pour papa. Voilà, ça vous explique les choses. Une enfant, faut jamais... Elle n'a pas à choisir entre un papa. Mais comment vous imaginez donc l'avenir? Il va donc sortir de prison, et c'est normal, il aura purgé une peine plus ou moins longue à déterminer. Votre avocat dit par exemple que sa peine est mesurée, c'est ce qu'il nous a dit. Après, vous imaginez quoi? Une vie équilibrée avec Sarah et Eva qui iront voir leur papa? J'essaye d'avoir une vie équilibrée là pendant qu'il est en prison. Maintenant, il est clair que Habib est plein de haine. Le fait qu'il ne reconnaisse pas les faits, effectivement, me laisse présager un avenir bien sombre. Mais pas avec sa fille, il n'est pas plein de haine avec sa fille. Écoutez, quand il va ressortir, vu qu'il n'a pas compris qu'il avait enlevé sa fille, je crains un contre-enlèvement sur mes 2 enfants. Mais comment ça, il n'a pas compris qu'il avait enlevé sa fille? Non, il n'a pas enlevé sa fille. Il est parti se promener avec sa fille. Mais il n'est pas devenu fou d'un coup, votre non, ex-compagne? Si vous avez lu le livre, j'ai lu le livre, vous racontez, mais voilà, c'est ça, on a l'impression quand même que pendant un long moment, vous n'avez rien compris. Bien sûr. Non, je crois que si vous avez bien lu, effectivement, je comprends, je me cache un peu les yeux. Vous cachez bien les yeux. Complètement, complètement. Je l'ai écrit aussi pour essayer de comprendre ce qui s'était passé dans notre couple, parce qu'on est 2 dans un couple, il n'est pas seul responsable de ce qu'il a fait, il est seul responsable, par contre de l'évolution de notre couple, on était 2. Et oui, non, je crois que j'ai voulu sauver mon couple à tout prix, parce qu'on avait d'abord une enfant, qu'on a fait ensuite Eva, parce qu'il y a eu un moment de mur, en tout cas, j'ai voulu croire qu'il y avait un moment de mur. Parce que quand vous avez fait le 2e enfant, ça allait très mal quand même, il y avait un moment de mur, mais ça allait... Pas quand on l'a fait, puisqu'il m'avait promis qu'on allait à Paris et qu'il allait travailler, ce qu'il n'a bien sûr pas fait quand on a eu l'enfant. Voilà pourquoi on a fait Eva. Et il a été un bon père de Sarah aux États-Unis. On vous voit dans le reportage aux États-Unis. Je parle d'avant. Et après, puisque vous êtes allé aux États-Unis, vous avez posé des questions aux voisins. Au Canada, vous voulez dire. Au Canada, pardon, pour savoir comment il se comportait pendant les 3 ans où il a enlevé sa fille. Il était un bon père? Écoutez, je pense qu'il s'en est occupé à peu près correctement. J'ai visité l'école où elle était très bien. La maîtresse m'a dit qu'elle avait des repas qui lui étaient faits tous les midis, c'est lui qui les faisait, elle mangeait tout à fait correctement. Elle vous le raconte ça? Vous lui posez des questions là-dessus? Je lui pose jamais de questions, ma fille parle quand elle veut et elle en parle tous les jours pratiquement. Ce qui s'est passé, c'est que pendant les premiers mois, en fait, elle me parlait beaucoup des bons côtés avec papa, de ce qui s'était passé, ce qu'elle faisait, elle racontait. Moi avec papa je faisais ça et toi Eva tu faisais quoi avec maman? Et bon, elles se racontaient comme ça leur vie toutes les 2. Et puis aujourd'hui, depuis 2 mois, j'apprends des choses un peu moins drôles. Que son père, effectivement, la frappait, ce qui n'était pas le cas avant, à coups de ceinture et sur les fesses et sur les mains. Qu'elle était mise régulièrement dans le noir et que si elle parlait de maman, elle était enfermée dans sa chambre dans le noir. Voilà. Ce qui me permet de comprendre des choses qui sont passées au départ où effectivement elle refusait de dormir dans le noir, etc. Donc je dirais qu'aujourd'hui ma fille se sent assez sûre. Elle est suivie pour libérer sa parole? Tout à fait, elle est suivie par un pédopsychiatre qui m'a dit qu'a priori elle n'a besoin d'aucun suivi, mais j'ai besoin d'être rassurée et donc tous les mois j'essaye quand même qu'elle aille voir le pédopsychiatre. Voilà. Et vous êtes suivie pour savoir comment lui parler? Écoutez, j'ai demandé conseil au pédopsychiatre, mais avant de trouver Sarah, vous imaginez, parce que j'ai eu Eva élevée entre-temps. Et donc, j'ai demandé conseil très très tôt. Et écoutez, le pédopsychiatre m'a simplement dit, continuez à faire ce que vous faites, dites simplement la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes filles sont libres de parler de leur papa. Elles sont libres d'aller voir, par exemple, votre ex-belle-famille? Écoutez, personne ne le demande. Il ne le demande pas du tout? Absolument pas. Et Habib, par exemple, depuis 8 mois qu'il est arrêté, n'a jamais demandé ni des nouvelles d'Eva. Il faut savoir qu'il n'a quand même pas vu Eva pendant 3 ans, qu'il est en prison, mais qu'il est tout à fait libre d'écrire à mes enfants, qu'il peut très bien demander des nouvelles. Vous savez, c'est ma fille, Sarah, qui m'a fait... Sincèrement, je n'y ai pas forcément, moi, pensé. Bien sûr. Et c'est Sarah, le jour de son anniversaire, le 14 mars dernier, qui m'a dit, mais maman, papa, il ne m'a rien envoyé, il ne m'a pas envoyé une lettre. J'ai dit, tu sais, papa, il a notre adresse. J'ai eu des lettres de menaces auparavant par la famille, je peux vous dire qu'ils ont mon adresse et c'est la même, je n'ai pas changé. Et si plus tard Sarah vous dit qu'elle veut partir vivre avec son père, comment vous réagirez? On n'en est pas là, je crois que je pars du principe que je vais respecter mes enfants. D'accord? Donc si effectivement, maintenant mon rôle de maman, c'est effectivement de protéger mes filles. Si Habib est sain de corps et d'esprit, ce qui ne me semble pas évident aujourd'hui, à cause de ce que je vous dis, c'est son choix. Je crois ce sera très très dur, je ne vais pas vous dire que je vais la laisser. Mais bon, je veux dire, elles ont un papa, elles ont une maman, voilà. Mon père? Le pardon, ça doit être au-dessus de vos forces, là.
Pour l'instant, oui. Je ne pardonnerai pas. Oui. Je vais juste respecter mes enfants. Mais vous espérez pardonner un jour? Je ne suis pas sûre que je pardonne un jour. Je ne suis pas sûre, non. Vous ne pouvez pas enlever cette hypothèse, quand même. Pour les enfants. Je n'ai pas pardonné. Maintenant, vous savez ce que je fais pour vivre en fait avec ça, c'est qu'en fait je dissocie le père de mon... Enfin, il n'est plus rien pour moi, mais il est le père de mes enfants. Et ça, il le restera tout le temps. Quoi que je pense de lui aujourd'hui, et je sais ce que j'en pense, c'est le père de mes enfants. Donc je dénigre pas le père de mes enfants auprès de mes enfants, parce qu'il est hors de question que je fasse ça. Moi, je sais très bien ce que je pense de lui, je pense que lui le sait. Maintenant, je garde une image, on va dire réelle, pas non plus idyllique de leur père, réelle. Elles savent ce que leur père a fait, qui m'a donné un coup de couteau, ça Sarah le juge maintenant très très mal, effectivement. C'est qu'aujourd'hui, Sarah me dit quand même, maman, je veux un autre papa, je veux un nouveau papa. Et c'est moi qui suis obligée, aujourd'hui, vous imaginez la douleur pour moi quand même, de lui dire, tu n'as qu'un papa, même si maman refait sa vie, même si l'homme qui sera à la maison s'occupera extrêmement bien de toi, ce ne sera pas ton Il est là, l'homme, aujourd'hui à la maison? Absolument pas. Pas encore, vous n'êtes pas prête à ça? Malheureusement, il y a une grosse blessure qui n'est pas prête de guérir.